stratégie de carrière et de recherche de l'emploi, l'international. Comment trouver un travail à l'étranger? Comment déterminer sa valeur ajoutée sur le nouveau marché? Quels moyens utiliser pour sa recherche? Alors bonjour, pour vous, où est-ce que commence et où finit le travail? Où est-ce que commence et où finit le travail? Le travail, mais où physiquement? Enfin, ça veut dire quoi? Oula. Comment et où s'arrête le travail? Où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête? Qu'est-ce qui relève du travail et qu'est-ce qui n'en relève pas? Une dernière formulation, ça pourrait être où est-ce que vous mettez la limite dans votre vie entre ce qui relève du travail et ce qui n'est pas du travail? C'est une bonne question. Vous me posez un peu une colle. Où commence le travail? Je ne suis pas sûr de bien saisir. Qu'est-ce qui relève du travail? Je n'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qui relève du travail? Il commence quand le matin, quand j'arrive au bureau, et dès que je sors du bureau, ça se termine à ce moment-là, quoi. Enfin, ma journée de travail, c'est 7 à 8 heures par jour et ça s'arrête là. Alors pour nous, le travail, on le définit simplement, c'est une activité qui est rémunérée et déclarée. Dans le monde idéal auquel je pense, il n'y aurait pas de distinction entre le travail et les loisirs, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Alors je dirais tout simplement que le travail, on va dire que pour moi, c'est le travail une fois qu'on a fini ses études et qu'on rentre dans la vie active. C'est une mission qui est confiée à un collaborateur. Donc la mission doit être mesurable parce qu'on doit savoir en fait ce qu'on doit accomplir dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Et à partir du moment où on a accompli ce qu'on est venu faire dans cette mission, en fait, on va dire, achevé la mission. Et on passe à une vie personnelle, en fait. J'emmène pas le travail chez moi, non. Non, pas du tout. Je l'ai déjà fait, mais je le ferai plus. En dehors des bureaux, je sais que on peut être amené à être appelé si on a un téléphone professionnel, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette coupure, pour avoir vraiment une différenciation entre sa vie professionnelle et sa vie professionnelle. Un des plus gros problèmes qui existent dans le monde de l'Occident, c'est que on a déterminé la fin du travail à un certain âge, qui est la retraite. Et après, on lâche les gens en leur disant maintenant, débrouillez-vous, alors qu'il a existé la personne pendant 30, 40, 50 ans, avec des horaires, avec un travail, une raison d'exister, entre guillemets. Et du jour au lendemain, il se retrouve sans rien. Et ce temps qui lui est octroyé, il ne sait pas quoi en faire, en gros. Donc il y a un passage entre l'avant et l'après qui est assez difficile. C'est une sorte de deuil, en fait. Alors deuxième question, qu'y a-t-il de non robotisable en vous, puisque tout ce qui est susceptible d'être un jour remplacé par de l'intelligence artificielle le sera, semble-t-il? Ce qui est non robotisable, c'est la relation que je peux instaurer avec la personne que j'ai en face de moi. Ça, pourquoi on fait ça? Pourquoi on continue à vivre alors qu'on sait qu'on va mourir? Pourquoi on passe 8 heures de notre temps ou plus dans un travail alors que ce temps nous est déduit de notre vie? Cette raison, personne ne peut la déterminer. Pourquoi on a une force, une pulsion qui nous pousse à travailler, à vouloir faire des choses, à créer? Ça, un robot n'a pas cette capacité de pouvoir... ne ressent pas en fait ce désir, cette pulsion. Comment est-ce que vous comptez intégrer votre mari et vos enfants dans votre plan de carrière? Quelle place y auront-ils? Mon mari comme peut-être un support, comme quelqu'un qui va m'accompagner dans le changement, par exemple, s'il y en a, ou dans la progression professionnelle, donc comme appui, on va dire. Ma priorité, en tout cas, ce sera le number one. Mon travail passera après. Après, mon plan de carrière, par exemple, si c'est de partir à l'étranger, j'espère avoir une famille qui pourra me suivre. Non, il n'a aucune conscience, le robot. Il fait, point. L'homme, non. Il a le choix, le libre arbitre, de dire, voilà, je fais ça,
parce que j'ai envie de réaliser ceci. Le robot le fait, point. Est-ce que finalement on est bien sûr que travailler sert à quelque chose? Ça, c'est à l'entreprise de le définir. L'entreprise définit quoi? Elle a un plan de charge, en général pour générer un chiffre d'affaires. Le plan de charge, lui, il doit tendre vers la production du chiffre d'affaires suivant son type de produit, de service, de biens à la consommation, etc. La pertinence de cette production lui appartient. Si ce n'est pas pertinent et que ça ne se vend pas et que l'entreprise meurt, il faut en tirer les conclusions. Mais du coup, est-ce que c'est qu'au taux de profit que se mesure la pertinence de l'activité d'une entreprise? Et peut-être il y a aussi des activités rémunérées qui au contraire desservent la société. Du coup, pour poser la question autrement, est-ce que globalement on ne peut pas dire qu'on perd notre vie à la gagner? Non, je crois pas. Je connais le slogan. Mais je me sens plus hegelien qu'anarchiste sur ce point. Le tout est d'avoir un travail qui ne soit pas aliénant. Est-ce que finalement on ne perd pas notre vie à la gagner? Est-ce qu'on passe pas trop de temps au travail qu'on pourrait utiliser plus utilement ou de manière plus plaisante? J'aime bien l'idée intellectuellement de dire est-ce qu'on ne perd pas notre temps à gagner notre vie? On est dans une société où pour gagner sa vie, donc générer de l'argent et des ressources, on est obligé de mettre à disposition notre force de travail. Est-ce que c'est une perte de temps? Sur le point de vue spirituel sans doute, sur le point de vue économique non. Dernière question, si le travail permet de se réaliser et si le rôle du manager ou de la manageuse c'est de nous faire accoucher de nos désirs enfouis ou inconscients, est-ce qu'il n'est pas plus pertinent finalement qu'un manager fasse une retraite par exemple dans un monastère tibétain pendant une dizaine d'années pour devenir chaman plutôt que quelques années dans une école de commerce? Alors c'est un peu extrême peut-être, mais oui, je pense pas qu'un manager, si c'est la question, je ne suis pas certaine qu'un manager doive obligatoirement sortir d'une école de commerce. Après, partir devenir moine tibétain, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a un juste milieu, et puis les managers ne sont pas forcément des gens qui sortent d'école de commerce. Voilà. Ni les bons, ni les moins bons. Non, je trouve que tous les managers ne font pas des écoles de commerce. Les bons managers en général viennent du terrain pour moi. Après, il faut qu'ils soient formés forcément un petit peu parce que... Après, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on a en soi, le management. Et on peut apprendre à le faire, mais il n'y a pas que des bons managers. Pour en avoir eu plusieurs, voilà. C'est vrai que il n'y a pas besoin d'aller faire une retraite dans un moine tibétain, je pense. C'est pas nécessaire, mais une formation en management peut être nécessaire pour certains.